Bonjour à tous. Nous sommes de retour pour un nouvel entretien ici, au bureau du membre du Congrès Christopher Smith. C'est un honneur d'être ici avec vous, peuple africain. Au nom du peuple africain, bien sûr, je vous remercie vraiment pour cet entretien. Oh, merci. Et merci pour votre travail. Je veux dire, pour faire passer le message, y compris sur ce qui se passe ici, car il y a beaucoup d'inquiétude et d'empathie pour ceux qui souffrent en République démocratique du Congo et au Rwanda. Nous voulons juste que le bain de sang s'arrête. S'arrête. C'est pourquoi nous sommes là. Exactement. Alors, monsieur le député, avant d'aborder les vraies questions sur le conflit entre la RDC et le Rwanda, je voudrais vraiment que nos téléspectateurs en Afrique, en Angola, au Rwanda, en République démocratique du Congo comprennent quel rôle vous jouez dans les conflits en Afrique en tant que législateur, en tant que membre du Congrès. Quel est réellement le rôle que le Congrès, la Chambre des représentants, joue dans les conflits en Afrique? C'est une excellente question. Je ne pense pas qu'on me l'ait déjà posée, surtout par rapport à ce que fait le pouvoir exécutif. Évidemment, le secrétaire d'État et surtout le président sont les exécutants de la politique étrangère et ils en décident beaucoup. Mais le Congrès détient le pouvoir des cordons de la bourse, le pouvoir de financement pour voter des lois qui fixent les paramètres du respect des droits de l'homme. Par exemple, j'ai rédigé 5 lois majeures, dont la première, historique, appelée Loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite. Et cela donne ensuite au pouvoir exécutif, c'est-à-dire au président et au secrétaire d'État, la capacité de mettre en œuvre des programmes pour atténuer et, espérons-le, mettre fin à la traite sexuelle et au travail forcé. Le rôle que nous jouons est donc de créer des programmes et des politiques par le biais de la loi qui sont ensuite, espérons-le, fidèlement appliquées par le pouvoir exécutif au fil des semaines, des mois et des années. Nous exerçons donc une surveillance, nous effectuons beaucoup de recherches de faits en tant que membre du Congrès. Je préside la sous-commission sur l'Afrique et nous posons continuellement des questions difficiles, non seulement au pouvoir exécutif, et nous obtenons des réponses, mais aussi et surtout aux personnes impliquées dans les conflits pour essayer d'arrêter les guerres là où elles ont lieu, ou des situations terribles comme celles que nous voyons au Nigeria, où des chrétiens et des musulmans non radicaux ne sont pas, vous savez, sont tués en grand nombre. Je soulève donc cette question depuis des décennies, de la même manière pour le Rwanda et la RDC. En fait, quand j'ai découvert que les casques bleus à Goma commettaient des atrocités contre des enfants de 12 ou 13 ans, des crimes, y compris des viols, j'ai organisé 4 auditions et je suis allé à Goma dans le cadre d'un effort de surveillance car j'ai rédigé la loi de lutte contre la traite des êtres humains. Et comment un groupe de maintien de la paix dirigé par l'ambassadeur Swing, qui est américain, ose-t-il laisser de tels comportements se produire? Ils sont là pour maintenir la paix, pas pour exploiter, et ils exploitaient des enfants. Nous avons donc tenu 4 auditions à ce sujet. On a vraiment mis la pression sur les Nations unies, je les ai fait témoigner aussi, pour instaurer une politique de tolérance zéro. Vous êtes là pour protéger. Et quiconque viole cela en violant une femme ou en commettant un crime contre un enfant doit être poursuivi. On a découvert qu'ensuite, ils se contentaient de les renvoyer dans leur pays d'origine, d'où ils venaient comme casque bleu. Alors qu'ils étaient tout sauf ça. Il y a eu quelques réformes à l'ONU, mais j'ai tenu les auditions, j'ai rédigé la loi, j'ai même inscrit dans ma loi que les casques bleus doivent être évalués sur leur efficacité face au trafic d'êtres humains. Nous avons donc un système très complet. Le président ne peut pas faire grand-chose légalement sans un vote de la Chambre et du Sénat. Il peut accomplir beaucoup par décret tant que cela reste dans le cadre de la politique établie. Et il peut être le médiateur ultime pour tenter de réunir des partis opposés pour discuter, comme il l'a fait avec le Congo et le Rwanda, réunir les chefs d'État, leur faire signer un accord de paix, puis les exhorter à tenir parole. Merci. Monsieur le député, vous avez abordé un point très sensible, à savoir le viol des femmes et la maltraitance des enfants. J'en ai été personnellement témoin, je suis allée en RDC.
J'ai parlé avec des femmes qui ont subi ces atrocités et elles me l'ont raconté elles-mêmes. J'ai entendu le président Trump dire à maintes reprises que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est sauver des vies. Oui, C'est d'éviter que des gens soient tués. Pouvez-vous nous en dire plus? Du point de vue du Congrès, comment voyez-vous le conflit en RDC? Il y a eu des millions de Congolais tués. c'est Vrai? Et le président Trump a finalement décidé de se joindre aux efforts de paix. Mais de manière générale, comment voyez-vous ce conflit? Il dure depuis si longtemps et le président Trump a déjà fait sa part. Il a réuni les présidents et a fait signer un accord de paix. Mais d'abord, avant d'aborder l'accord de paix, comment voyez-vous cette guerre de plus de 30 ans, ces millions de Congolais tués, ces femmes violées, ces enfants maltraités? Comment évaluez-vous tout cela? eh bien, ce sont des crimes contre l'humanité. Ils sont commis soit avec une complicité totale, soit en laissant des groupes disparates commettre des horreurs. Je pense que Paul Kagame doit freiner l'exploitation des minerais à laquelle son pays participe activement. Parce qu'alors, que se passe-t-il? Cela mène au conflit, cela mène à la prise de villes. Vous savez, nous savons que les minerais au Congo sont très, très abondants et je veux dire, si cela pouvait être utilisé pour élever le niveau de vie de chaque Congolais, ce serait une aubaine. Ce serait un miracle et cela devrait arriver. Et puis, nous avons rencontré le président Tshisekedi la semaine dernière et vous étiez là, vous étiez dehors pour faire des interviews. Et je lui ai demandé, j'ai dit, vous savez, tout ce que nous pourrions faire pour garder la richesse à l'intérieur de votre pays, pour que tout le monde, vous savez, il y avait un dicton célèbre, une marée montante soulève tous les bateaux. Eh bien, une marée montante de prospérité économique qui est réellement partagée par le peuple améliorera leur qualité de vie en termes de nourriture, de vêtements, de logement, d'énergie. Vous savez, je suis un grand partisan de Power Africa parce que l'Afrique a besoin de la capacité de produire de l'électricité. Mais vous savez, et vous avez mentionné les viols. Je suis allé dans une ONG Cure Africa, juste à l'extérieur de Goma, et je n'ai jamais rencontré autant de femmes qui avaient été horriblement et brutalement violées par en groupe. Et ces femmes ont trouvé la foi et la réconciliation. Mais elles sont traumatisées. Oui, le Congo est en fait, il faut le souligner, le premier pays au monde qui compte le plus grand nombre de femmes violées. Oh, c'est horrible. C'est pourquoi Oui, ce conflit, comme tout le monde l'a mentionné, ceux avec qui j'ai parlé, ils veulent vraiment qu'il s'arrête. oui, Quel est le rôle que joue le Congrès? Vous m'avez parlé de ces résolutions, n'est-ce pas? des résolutions, c'est ça. Pouvez-vous expliquer? Oui, le rôle que nous pouvons jouer. Évidemment, le président a fait un travail formidable pour réunir les deux partis et le secrétaire d'État Marco Rubio a également fait un travail magnifique, ainsi que d'autres, pour les réunir dans la même pièce pour décider, oui, il y a ces processus de paix qui ont eu lieu. Celui-ci semble porter ses fruits, mais il pourrait, vous savez, faire demi-tour si la violence recommence à s'intensifier, ce que nous avons vu 2 jours après la cérémonie de signature à quelques kilomètres d'ici. Et j'y étais. J'ai dû me pincer et me dire, je n'arrive pas à y croire. Vous savez, nous avons tous prié, espéré et travaillé pour cela pendant des décennies. Je me souviens quand, vous savez, nous étions tous très remontés, comme il se doit, par ce qui se passait au Darfour. Je suis allé à Khartoum, j'ai rencontré Béchir, qui, vous savez, a été inculpé par la CPI, et j'étais très préoccupé par le massacre de personnes au Darfour. Et puis, je me souviens d'un certain nombre de personnes, dont Ben Affleck, qui ont dit, mais il y a un grand, et nous le savions, mais on ne se concentrait pas sur le fait qu'il y avait alors 4 millions de morts en RD Congo. Et presque rien n'était fait pour combattre cela. J'ai donc tenu une série d'audiences. Il a témoigné à l'une d'entre elles pour essayer de sensibiliser tout le monde, y compris moi-même, et chercher des réponses. Vous savez, des gens s'enrichissent sur des cadavres et des femmes qui ont été exploitées. Cela doit cesser. J'ai même déposé un projet de loi
adopté par la Commission des voies et moyens, pas encore passé en séance, sur la tentative d'arrêter une chaîne d'approvisionnement totalement corrompue par le Parti communiste chinois. Vous savez, les véhicules électriques, les gens les aiment, mais l'une des substances qui les font fonctionner dans les batteries est extraite en RD Congo par environ 25 à 40 000 enfants du travail d'enfants et environ 200 000 adultes. Une exploitation totale. J'ai donc tenu 4 auditions à ce sujet aussi, et cela a abouti un projet de loi stipulant que tout ce qui va au Xinjiang pour traitement et revient ici dans un véhicule électrique est inadmissible aux États-Unis en raison de son mode de production. Nous devons assainir les chaînes d'approvisionnement. Le cobalt, vous savez, si quelqu'un veut un véhicule électrique et a besoin de cobalt, d'accord, qu'il s'approvisionne là où les pratiques minières ne sont pas fondées sur l'exploitation. Et ensuite, vous savez, ayez votre voiture, mais ne conduisez pas une voiture qui a été fabriquée sur le dos de jeunes enfants en République démocratique du Congo et de leurs parents. Les chaînes d'approvisionnement sont donc extrêmement importantes. L'or est maintenant traité en grande quantité. Nous le savons. Nous devons simplement dire que les chaînes d'approvisionnement doivent être propres, sinon elles n'apparaissent pas sur le marché américain. C'est pourquoi j'ai déposé ce projet de loi sur le cobalt. Cela créerait une présomption de recours au travail des enfants et au travail forcé, à moins que le producteur, à savoir la Chine, ne puisse prouver le contraire. Et ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent tout simplement pas. Même s'ils mentent, ils ne peuvent avancer aucun argument crédible prouvant que cela n'est pas fait de manière très abusive. Cette résolution n'a donc pas été adoptée? Elle n'a pas été adoptée. C'est juste un encouragement au président à continuer ce qu'il fait pour leur faire savoir que nous nous en soucions. C'est pourquoi je tiens des auditions pour maintenir les partis. Vous savez, si vous oubliez ce qui se passe, si le Congrès dit « on a déjà vu ça, on passe à autre chose », alors les mauvais acteurs peuvent se dire « d'accord, nous sommes maintenant plus libres d'exploiter, de tuer et de mutiler ». Et il y aura donc, je crois, un certain nombre de mesures prises si la situation ne change pas rapidement. Cela fait déjà trop de semaines. Depuis la signature de l'accord de paix, et je sais que le président est contrarié, tout comme d'autres. Arrêtez de tuer. Nous en avons tous assez partout dans le monde. Peu importe le continent sur lequel vous vous trouvez, nous en avons assez de tous ces innocents morts. Il y a des preuves, Monsieur le membre du Congrès Smith, les Nations unies et de nombreuses organisations internationales ont été témoins. Elles ont suivi les massacres en RDC. Et c'est en fait ce qui motive tout le monde à s'impliquer dans ce conflit, car cela doit cesser. Mais l'ONU a produit de très bons rapports sur le nombre de personnes déplacées. Quand le M23 a lancé sa forte offensive, vous savez, il y a environ 5 ans, je me suis dit « Oh, pas encore, pas encore ». Les voilà qui recommencent à tuer des gens, à violer des femmes et à déplacer des dizaines de milliers de personnes qui, par pur instinct de survie, doivent quitter leur foyer et s'enfuir. Quand vous recevez ces rapports, que disent-ils? Qui commet ces atrocités? Eh bien, le M23 en fait partie. Et nous avons soulevé cette question à plusieurs reprises. Je veux dire, 2 jours après le traité de paix, ils envahissent à nouveau. Vous plaisantez? C'est vraiment de la mauvaise foi. Ils pensent qu'on ne plaisante pas. C'est pourquoi des sanctions sérieuses doivent être imposées à tout mauvais acteur. Et cela va jusqu'au sommet, si nécessaire. Les généraux, quiconque dans la chaîne de commandement qui en fait partie, et c'est ce que nous demandons, l'audience de demain portera en partie là-dessus. Vous savez, on doit juste dire qu'on a des sanctions qui peuvent changer les choses. J'ai rédigé la loi sur la démocratie en Biélorussie en 2004. Loukachenko, dictateur à l'époque, toujours dictateur aujourd'hui. Des milliers de personnes ont été incarcérées, des prisonniers religieux et politiques. Ils veulent la démocratie. J'ai encore eu une audience à ce sujet la semaine dernière. Eh bien, le projet de loi disait 2 choses. 1, si vous êtes sur une liste de sanctions sous cette loi, vous ne pouvez plus faire d'affaires ici. Et vous ne pouvez pas obtenir de visa. Nous avons ensuite fait évoluer cela vers la loi Magnitsky mondiale qui, actuellement, des gens en Afrique, surtout en RD Congo et au Rwanda, pourraient être sanctionnés. Conformément à la loi Magnitsky,
ils seront totalement incapables de faire des affaires aux États-Unis. Nos banques, tout, peu importe, cette opportunité leur est désormais interdite. Et s'ils veulent venir ici, oubliez ça, ils n'auront pas de visa. Je me souviens qu'en 2004, Loukachenko et 200 de ses proches ont été listés. Et soudain, les prisonniers politiques ont commencé à sortir. Maintenant, elle doit être renouvelée. J'essaie de renouveler ce projet de loi. Mais nous avons la loi Magnitsky et d'autres moyens de sanctions à appliquer ici. Le président est du genre à vouloir que ça marche, à avertir, à dire « s'il vous plaît, faites-le ». Mais quand on en arrive au point où rien n'est fait, ils doivent se réveiller. Parce qu'il se montrera très ferme, tout comme Marco Rubio, pour dire que c'est fini. Le sablier est écoulé, c'est fini. Nous voulons que vous protégiez votre peuple et arrêtiez de nuire à des millions de personnes depuis des années et des centaines de milliers encore. Mais monsieur le membre du Congrès, si jamais ces violations persistent et continuent de se produire, selon vous, quel rôle précis et important le Congrès devrait-il jouer dans cette situation? Bien sûr. Vous avez parlé de sanctions et lors de votre dernière interview, on demandait à quoi elles ressembleraient. Et que prévoyez-vous exactement? Nous dialoguons avec le président, le secrétaire d'État et tout son département, surtout pour l'Afrique. Et ils ont compris. Ce sont des gens très intelligents et très compétents. Je connais Marco Rubio depuis des décennies. On a coprésidé la commission sur la Chine avant qu'il ne devienne secrétaire d'État. J'ai siégé avec lui à maintes reprises pour travailler sur la politique envers la Chine. C'est un homme très engagé. Est-il au courant de ce qui se passe? Oh, il en est tout à fait conscient et veut que ça change. Vous savez, on accorde tellement de temps. Le temps peut aussi signifier des morts et des femmes violées. Chaque jour. Chaque jour. Des gens sont encore tués? C'est pourquoi nous demandons. C'est pourquoi j'ai tenu l'audience il y a 1 semaine, 2 semaines et demain. Et il y en aura d'autres pour essayer de demander des comptes aux mauvais acteurs. Mais qui sont exactement ces mauvais acteurs? Eh bien, je pense vraiment que Paul Kagame doit rendre des comptes. Il doit s'expliquer là-dessus et il doit ordonner publiquement l'arrêt des tueries. C'est tout. Rappelez les gens qui font ça. Ne gagnez pas 1 centime illicitement grâce à ces gisements, pas même 1 centime. Coupez simplement cette chaîne d'approvisionnement. Beaucoup de gens au Congrès lui rendent visite, prient avec lui. Eh bien, je leur ai demandé de lui parler et de lui dire d'arrêter. J'ai tenu une audience il y a des années sur Paul Kagame quand on a appris que certains de ses proches au gouvernement étaient visés par des assassinats. Tout le monde disait « Oh, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ». J'avais donc un enregistrement de l'un d'eux reçu alors que cet homme était en Afrique du Sud, vous savez, caché. Et je l'ai transmis au département d'État. Ils étaient totalement incrédules. Je pourrais vous donner l'audience. Et tout d'un coup, ils ont dit « Wow, c'est vrai ». Il faut traiter les gens avec respect. Et Kagame, comme tous les autres, Tshisekedi, tout le monde avec un respect total. Et vous savez, les vieilles méthodes de tuer les gens doivent cesser. Et encore une fois, pour avoir rencontré tant de femmes comme vous qui ont subi des viols brutaux, parfois collectifs, devant leur mari pour les démoraliser davantage. Eh bien, vous le savez très bien. Je n'y croyais pas. Elles ont témoigné, m'ont raconté ça. Je sais, c'est exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et ça doit s'arrêter. Et les gens doivent aller en prison pour ça. Et certainement, ceux qui permettent cela dans le cadre de leur fonction au gouvernement doivent aussi rendre des comptes. J'espère donc que le président et son équipe savent très bien qui sont les acteurs. Nous avons d'excellents renseignements. Nous disposons de renseignements très complets. Je pense donc qu'il est temps d'appuyer sur le bouton et de dire « ça suffit ». Nous voulons que cela fonctionne. Je n'arrivais pas à croire à quel point l'accord de paix était complet, comment il vise aussi à mettre fin à l'exploitation des mineurs, car j'ai aussi rencontré beaucoup de ces gens, et particulièrement ceux qui sont sous la coupe du Parti communiste chinois. Et j'en ai parlé au président Tshisekedi quand il était ici. J'ai dit, les Chinois exploiteront tout ce que vous avez. Vous savez, ils le font aussi dans d'autres pays africains. Prendre le bois, prendre ceci, cela, prendre les minerais. Et qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Rien du tout. On ne reçoit rien qui ait de la valeur. Ils font même venir leurs propres gens pour travailler, surtout pour la surveillance des mines. Et ils battent des gens. Ils ont des arriérés. Ils ne les perdent pas, ce qui est aussi affreux.
Et vous savez, honte aux entreprises qui leur ont vendu aussi. Et il y a des Américains dans cette liste. Vous savez, donc, les Chinois ont repris ces mines. C'est donc un problème très sérieux. Mais cet accord de paix et tout son ensemble d'accords était un effort pour dire globalement arrêtez la guerre. Arrêtez la guerre. Et monsieur le député, d'après les renseignements que vous avez reçus jusqu'à présent, à votre connaissance, est-ce que vous avez déjà reçu des informations ou entendu parler de cas d'abus commis contre les Banyamulenge ou les Tutsis congolais? Parce que parfois, le gouvernement du Rwanda, ils prétendent que la communauté internationale et tout le monde se basent trop sur toutes les preuves que nous avons. Nous connaissons déjà l'agression contre le peuple congolais, mais on se soucie peu des Banyamulenge ou des Tutsis, des Rwandais, des Tutsis congolais, qui subissent également des violations. Avez-vous déjà reçu des renseignements, des données ou des informations d'organisations internationales ou même des Nations Unies indiquant que les Rwandais ont été agressés par des Congolais? On en entend parler, et s'il y a des preuves, il nous en faut demain, lors de notre audition, Avez-vous déjà reçu quoi que ce soit? Pas grand-chose, pas comparé à, vous savez, qui commet l'agression. Vous savez, j'ai constaté au fil des ans, que ce soit la guerre des Balkans avec la Serbie, lorsqu'ils ont envahi la Croatie et la Bosnie, il y avait tout un tas de gens qui disaient « Oh, c'est de leur faute ». C'était genre quoi? C'était une force d'invasion qui est entrée d'abord en Croatie, puis en Bosnie. Les chars arrivaient d'un côté, d'où viennent les tueurs et les gens armés. Ils traversent la frontière. Et bien sûr, ils veulent des minerais. Tout est une question d'argent. Et vous savez, ça doit cesser. Et je pense que l'ONU joue un rôle et doit jouer un rôle plus ferme pour dénoncer. Ne faites pas ça. Ils sont tous fautifs. J'en ai assez de ce refrain. Oui, parce que c'est ce que je veux savoir. Si vous avez déjà reçu des informations substantielles sur le meurtre de ces personnes dont le Rwanda prétend que les Banyamulenge ou les... Eh bien, on en entend parler, mais encore une fois, le moyen d'arrêter cela est de demander des comptes aux dirigeants. C'est-à-dire qui? Le Rwanda, ce serait Kagame et ses proches, et quiconque dans l'entourage de Tshisekedi agit mal, et de le faire maintenant. Tout retard est un déni pour la personne. La femme sur le point d'être violée, et l'homme, la femme ou l'enfant sur le point d'être massacré. Et comme vous le savez, il y a tant de réfugiés qui traversent la frontière ou qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Et ils ne reçoivent pas, vous savez, nous avons encouragé les Congolais à en faire plus et à demander que pouvons-nous faire pour être plus utiles, pour s'assurer qu'ils aient de la nourriture, des vêtements et de l'eau. J'ai visité de nombreux camps de réfugiés au cours de ma carrière. Même quand tous les Soudanais s'entassaient dans des camps de réfugiés et allaient même dans le pays de Museveni, l'Ouganda. Je suis allé dans ces camps et c'est oh là là, il n'y a pas de fin pour les gens qui doivent fuir ou partir simplement pour survivre. Et ces enfants sont traumatisés. Vous savez, le niveau de stress post-traumatique doit être accablant dans n'importe quelle zone de guerre, ça l'est toujours. Alors, vous savez, et j'ai aussi encouragé davantage la Senko et les évêques, car je rencontre toujours les communautés religieuses. Et cela concerne tout le monde, catholiques, chrétiens, évangéliques, musulmans, pour être, vous savez, pour être plus écoutés et pour faire partie du processus de paix par les gouvernements. Vous savez, ne pas avoir de rôle secondaire. Oui, ils prieront et ils en feront partie. Ils doivent être au cœur de tout ça. Ça pourrait faire la différence. Pour clore notre entretien, monsieur le député, vous avez évoqué la situation dans les camps de réfugiés. Oui. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de visiter 2 camps de réfugiés au Burundi, car le Burundi est actuellement le pays où fuient les Congolais touchés par la guerre. Je vois. Beaucoup d'entre eux viennent d'Uvira, qui a été attaqué récemment. Ils sont au Burundi et j'ai vu les conditions de vie de ces gens. C'est déchirant. Pas d'eau, pas de nourriture, des bébés qui meurent, des femmes enceintes, des femmes traumatisées. Tout est si terrible. Oh non, zut. Que peut faire le Congrès pour aider aussi sur le plan de la situation humanitaire pour le peuple congolais? Car le président du Burundi, j'ai eu un entretien avec lui pour comprendre à quel point le Burundi aide ses réfugiés.
Bien sûr, ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas grand-chose non plus, ils donnent des terres car au début, ils ont préparé un espace pour 20 000 réfugiés. Mais ils arrivent chaque jour à cause de la violence et maintenant ils sont plus de 80, 100 000 réfugiés congolais à arriver chaque jour au Burundi. Mais dans ce contexte difficile où la situation humanitaire reste très préoccupante et nécessite une attention particulière, que peut réellement faire le Congrès pour apporter une aide concrète et efficace au niveau de la situation humanitaire afin de soutenir les populations touchées et répondre à leurs besoins urgents? Eh bien, nous fournissons une aide humanitaire aux réfugiés et la nourriture a toujours été centrale, les médicaments, les abris. Nous devons donc faire plus car la crise ne s'est pas calmée, elle a empiré et nous avons toujours une situation similaire au Soudan où le nombre de réfugiés augmente, ne diminue pas à cause des massacres là-bas. Alors oui, nous devons faire plus. Merci, monsieur le député. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter, que je n'ai peut-être pas demandé, mais que vous vouliez aborder? Non, il y a une force de maintien de la paix là-bas. Je pense qu'ils doivent être fortement engagés avec des règles d'engagement pour essayer d'arrêter la violence. Ils ont été renouvelés par les Nations unies. Donc c'est Oui. La dernière fois, vous avez mentionné que la MONUSCO n'était pas efficace. oui. Eh bien, la plainte au fil des ans a été qu'ils, et nous avons eu la même plainte des Soudanais aussi, mais qu'ils restent casernés. Ils doivent essayer d'arrêter la violence de manière beaucoup plus vigoureuse. Et donc, cela revient aux règles d'engagement, cela revient à beaucoup de choses. Et vous savez, c'est un déploiement assez important et je pense qu'il pourrait faire une énorme différence. Je pense que la prochaine fois, nous pourrons nous concentrer sur le Soudan, car je sais que l'administration bouge déjà. Monsieur Boulos. Oui. Il a organisé une cérémonie, un événement pour soutenir la crise humanitaire au Soudan. Et il a mentionné que le président Trump se concentre aussi sur le retour de la paix et l'aide humanitaire au Soudan. Peut-être qu'on pourra en parler la prochaine fois. Ce serait génial, ce serait génial. Vous savez, je me souviens être allé au camp de Kalma et à Moukjar, 2 camps au Darfour. Et dans l'un d'eux, vous savez, le nombre de personnes présentes, c'était très isolé. Et quand l'hélicoptère a atterri avec les gens du gouvernement des États-Unis, et moi, je dirigeais la délégation, ils étaient fous de joie. Et je me disais, oh, j'espère qu'on pourra les aider. Vous savez, on essayait de convaincre Béchir d'arrêter d'aider les Janjaouides. Je suis allé aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme. C'était une commission à l'époque et ils n'ont pas été assez fermes sur ce qui se passait là-bas. Ils ne pouvaient pas appeler ça un génocide, alors que c'en était un, tenter de détruire un peuple en tout ou en partie. Donc, on pensait être arrivé à une paix relative, si on peut dire, et maintenant tout s'effondre. Idem pour le Soudan du Sud, avec Salva Kiir, on pensait que ce serait un modèle. Et puis, il y a eu des massacres, des meurtres et même des pillages de l'aide humanitaire, ce qui m'a poussé à aller au Soudan du Sud pour le rencontrer, lui et d'autres. Et c'est juste qu'à chaque fois, il y a des gens malveillants qui exploitent les autres et s'enrichissent au passage. Et c'est toujours, vous savez, ça fait partie du problème, certains individus, vous savez, remplissent leur compte bancaire sur le dos des morts et des blessés. Pour finir, dernière question. Monsieur Smith, je voudrais, s'il vous plaît, que vous envoyiez un message clair et sans ambiguïté au Rwanda ainsi qu'au peuple congolais, par exemple. Nous faisons de notre mieux en travaillant avec le président Trump, qui comprend la situation et se soucie profondément de votre bien-être. Nous voulons arrêter les massacres. Nous voulons que les minerais et toutes les autres extractions profitent à vous et non à quelqu'un d'autre pour que votre niveau de vie puisse augmenter. Nous sommes donc avec vous par la prière. Nous sommes avec vous par nos actions et nous utiliserons tous les leviers à notre disposition, y compris les sanctions, pour tenter d'arriver à une fin juste. Vous savez, l'injustice n'est pas une fatalité. C'est pour le peuple congolais, n'est-ce pas? Oui. Et pour le Rwanda? Pour le Rwanda, ils doivent demander à leur président de mettre fin à tout cela. Il faut que, je veux dire, les 2 présidents ont signé le traité de paix. Les 2 présidents étaient présents lors d'une cérémonie publique. Et encore une fois, je n'aurais pas pu être plus ravi que les 2 présidents se disent « D'accord, ils ont compris et ils vont arrêter ça. Ils doivent arrêter ça. » Merci. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci. Eh bien, merci. Ravi de vous rencontrer.